Les formulaires, c'est vraiment indispensable parce que vous les utiliserez à coup sûr sur vos sites Internet, que ce soit des sites statiques ou des sites dynamiques. Avant que nous ne commencions, je tiens à vous remercier parce que je constate que la team n'arrête pas de grandir et en même temps ça fait plaisir parce que ça prouve que de plus en plus de personnes découvrent notre formation gratuite et l'apprécient. Bien sûr, si vous ne nous avez pas encore rejoints, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Alors, notre marque de fabrique, c'est la programmation à partir de zéro. Aujourd'hui encore, il n'y a pas exception. Nous allons commencer par découvrir les formulaires pour les nuls. Eh bien, c'est quoi les formulaires en HTML? C'est tout simplement des interfaces qui vont nous permettre de collecter les données auprès des utilisateurs de notre site Internet. Ces données peuvent servir à, je ne sais pas moi, créer des comptes utilisateurs, connecter des utilisateurs ou alors personnaliser même l'affichage de notre site Internet. Les formulaires, vous les rencontrez tous les jours lorsque vous naviguez sur Internet. Lorsque vous créez par exemple votre compte Facebook, vous remplissez des formulaires, vous donnez des détails sur vous qui sont sauvegardés et qui ensuite sont utilisés pour personnaliser votre profil utilisateur. Lorsque de même vous voulez vous connecter sur votre compte Facebook par exemple, il vous est demandé votre numéro de téléphone ou alors votre adresse email ainsi que votre mot de passe. Ça, c'est un formulaire que vous remplissez et ensuite ces données sont traitées par un programme de Facebook et si tout est OK, vous êtes alors connecté à votre compte Facebook, TikTok et tout le reste. Alors, les formulaires en HTML, c'est extrêmement vaste et si nous n'avons pas la bonne pédagogie, nous allons apprendre des choses comme ça au pic et puis nous allons nous embrouiller et finalement, nous n'allons rien apprendre du tout. Donc, il fallait que je regroupe toutes ces notions et que je les hiérarchise de façon à faciliter pour vous la compréhension des formulaires. Bien sûr, nous allons tout faire, mais nous allons prendre 3 vidéos pour pouvoir couvrir la totalité des notions que nous avons besoin de savoir sur les formulaires en HTML5. Première notion, comment initialiser un formulaire? C'est facile. En HTML, un formulaire est délimité par l'élément HTML form. Cet élément HTML prend deux propriétés obligatoires, la propriété Asian et la propriété method. La propriété Asian permet de spécifier la destination du script qui va traiter notre formulaire une fois qu'il sera envoyé. En réalité, notre travail de remplissage d'un formulaire ne prend du sens que lorsque nous soumettons le formulaire, lorsque nous l'envoyons. Et justement, où est-ce que nous soumettons le formulaire? À l'adresse qui est spécifiée dans la propriété Asian. Il s'agit d'un programme informatique, d'un script qui va recevoir les données du formulaire, qui va les traiter et pourquoi pas construire et renvoyer une réponse comme retour pour ce formulaire. Pour écrire un programme informatique capable de traiter les formulaires, nous devons apprendre notre langage de programmation, le PHP par exemple. Bien sûr, nous allons y arriver, mais en attendant, nous franchissons la première étape en apprenant à créer des formulaires en HTML. Pour l'instant donc, dans la méthode Asian, nous n'allons rien mettre du tout. Et dans ce cas, le formulaire sera renvoyé à la même adresse et donc à la même page web et donc à notre page index.html. La deuxième propriété, la propriété method, permet de spécifier la façon dont notre formulaire va être soumis, la façon dont les données vont être envoyées. En général, nous utilisons deux possibilités ici. Il y a la méthode dite get et une autre méthode dite post. Lorsque nous utilisons la méthode get, les données de notre formulaire sont encapsulées dans l'URL. Cela dit, lorsque nous allons soumettre le formulaire, le navigateur va ajouter à l'URL qui est dans la propriété Asian les données du formulaire et faire une requête HTTP vers ce lien-là.
Vous le comprenez certainement, les données de notre formulaire vont donc apparaître en clair dans l'URL final. Si vous ne comprenez pas bien comment ça fonctionne, nous allons tout à l'heure mettre cela en pratique et je vous assure, vous comprendrez tout. Dans la méthode POST, les données de notre formulaire sont encapsulées dans le corps de la requête HTTP. Il n'est donc pas visible de voir dans le lien les données de notre formulaire. C'est généralement la méthode que nous utiliserons pour soumettre des formulaires à données sensibles telles que les adresses email et les mots de passe par exemple. Ce cours n'étant pas un cours de méthode HTTP, si vous avez besoin de plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à demander en commentaire et je pourrai alors vous aider à consolider vos connaissances sur les méthodes HTTP, dit Web HTTP. Après avoir marqué les limites de notre formulaire, nous pouvons désormais, dans les balises form et /form, commencer à construire notre formulaire proprement dit. Généralement, les formulaires sont constitués de champs de saisie et d'éléments d'options. Les champs de saisie, ce sont les zones où l'utilisateur va pouvoir écrire les données que nous allons ensuite récupérer. Pour créer un champ de saisie et donner ainsi à l'utilisateur la possibilité d'écrire, nous allons utiliser la balise HTML input. C'est une balise HTML orpheline avec une propriété obligatoire, la propriété type. La propriété type va en quelque sorte définir le type de champ de saisie. Nous allons pouvoir personnaliser ainsi le type de champ de saisie et ainsi améliorer l'expérience utilisateur. Le type de champ de saisie le plus utilisé est le type texte. L'utilisateur pourra alors entrer un texte tel que son prénom, son nom, son adresse email et tout autre texte de son choix. Enregistrons tout de suite et regardons le résultat dans le navigateur. Nous enregistrons là. Donc voici ici notre champ de saisie. Vous voyez, je peux cliquer à l'intérieur et commencer à saisir des données. Créons une section spéciale ici qui va contenir notre formulaire. Donc là, nous n'avons pas tout simplement forme, mais nous avons une section qui va contenir notre formulaire. Nous donnons à notre section une classe en CSS, la classe contact, tout simplement. Maintenant, mettons en forme notre formulaire. Bien sûr, si vous ne voulez pas voir cette partie, vous pouvez sauter la vidéo. Nous allons utiliser les connaissances que nous avons déjà acquises en CSS et je préfère faire ça ici parce qu'il y a certains qui sont certainement intéressés et qui aimeront voir comment est-ce que j'ai procédé. Donc, dans nos styles CSS, nous allons sélectionner notre contact, donc notre section qui contient notre formulaire. Nous allons lui donner un fond d'écran avec le background image. J'ai téléchargé une image ici. Donc, si on revient là, il y a une image. La voici, Contact Us. Je vais mettre cette image dans les assets. Je la mets là. Et nous allons utiliser cette image comme fond d'écran de notre zone de contact. Donc là, nous avons le background image avec URL, avec pour valeur, on va entrer dans image et on va prendre contact us. De même, nous allons mettre des marges intérieures. À la verticale, pourquoi pas 3EN et à l'horizontale, bon, on s'en fout, 0 pixels. Donc là, je reviens et j'actualise. C'est déjà pas mal. Ensuite, nous allons centrer notre formulaire. On sélectionne le form. Nous allons commencer par lui donner une largeur. Donc, le width sera de 50% de la page. Ensuite, nous allons centrer notre formulaire avec la propriété margin suivie de la valeur auto. Donc, j'enregistre et là, c'est super.
Les textes seront forcément petits, alors nous allons agrandir les textes de notre formulaire. Donc, on va ajouter ici tout ce qui est contenu dans notre forme. C'est là. On va ajouter le forme. Vous étiez là en fait, on a construit ce code ensemble. Donc, vous devriez le comprendre parfaitement. On enregistre et c'est génial. Donc, là, on va revenir au HTML et nous avons notre champ de saisie de type texte. Mais il y a un problème. C'est vrai, l'utilisateur voit un champ de saisie. Il sait qu'il doit écrire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il doit écrire? On doit lui donner des indications sur la nature des éléments attendus. Une chose là, c'est que à notre formulaire, là, on va mettre un background color white. Pour étiqueter ainsi les champs de notre formulaire, on utilise en HTML la balise label. Cette balise permet justement, comme son nom l'indique en anglais, donner un label, une étiquette. Concrètement, nous allons pouvoir dire à l'utilisateur, ici, j'attends que tu écrives ton nom. Cette balise HTML a une propriété, pas obligatoire, mais recommandée, la propriété for. Cette propriété permet de lier le label à un champ de saisie. Et pour ça, il va falloir que nous identifions le champ de saisie en question. On a appris à faire ça avec la propriété ID. Donc, on va dire par exemple là que c'est notre champ name et on va le lier à ce label avec la valeur name de même. Vous allez voir pourquoi je dis les deux sont liés. Regardez bien. Ici, nous pouvons cliquer dans le champ de saisie et écrire. Mais lorsque nous cliquons là, regardez, le curseur passe quand même dans le champ de saisie. Et bien, c'est parce que ce label-ci a été lié à ce champ de saisie. C'est pas très joli, donc nous allons de même à notre formulaire mettre une marge intérieure avec le padding de 8 pixels. Suffisant, on va plutôt mettre en EM, nous allons mettre 2 EM. Voilà, intéressant. Nous allons ainsi pouvoir étiqueter les champs de notre formulaire en utilisant la balise label. Pour les utilisateurs tout bêtes qui vont venir cliquer là sur le label, nous allons, et d'ailleurs c'est recommandé, utiliser la propriété for de label combinant la propriété ID de l'input ou du champ de saisie pour lier les deux. C'est la première façon de donner des indications sur la nature des données qui sont attendues de l'utilisateur. Mais ce n'est pas tout. Nous pouvons aussi utiliser une seconde propriété de la balise input, la propriété placeholder. Placeholder comme ceci. Cette propriété va prendre comme valeur la valeur qui sera affichée dans le champ de saisie en fond d'écran. Nous pouvons par exemple mettre ici entrez votre nom. Et vous allez voir, après actualisation, le placeholder s'affiche ici. Vous voyez l'utilisateur là, lorsqu'il n'écrit rien, il peut voir dans le champ de saisie le placeholder qui est entrez votre nom. On va pour ce champ-ci supprimer le placeholder et bien sûr, peut-être que nous l'utiliserons dans un autre champ. Super. Pour marquer le label et l'input comme un groupe, anticipons les problèmes de mise en forme et justement regroupons les deux dans une div. Nous allons lui donner la classe form group. Classe inventée de toutes pièces. Voilà, vous allez le voir, ça va nous permettre d'anticiper les problèmes de mise en forme. Bien sûr, ça ne change rien ici. Quels sont les autres types de champs possibles? Eh bien, nous avons le type email. Nous allons donc copier ceci, on va mettre là, et on va demander à notre utilisateur son adresse électronique. Pour créer un champ de saisie de type email, on va ici mettre la valeur email comme valeur de la propriété type. Après actualisation, vous voyez bien là email, et c'est vrai,
À vue d'œil, il n'y a pas une très grande différence entre ces deux types de champs, mais croyez-moi, il y a bien une différence. Ici, c'est un texte. Ici de même, c'est un texte, mais l'ordinateur n'est pas bête. Il sait, parce que nous avons dit ici, email, que ce qui doit être entré ici, c'est une adresse email. Et justement, si nous tentons d'envoyer ce formulaire en saisissant par exemple ici quelque chose qui n'est pas une adresse email, l'ordinateur va nous dire non. Ici, là, c'est pas bon. Ici, on attend une adresse email. Et si nous faisons un travail propre, ça lui permettra d'améliorer l'expérience utilisateur. De même, vous allez voir souvent sur vos claviers, lorsque vous surfez sur vos smartphones, généralement dans certains champs de formulaire, vous voyez que le clavier change. Lorsque vous allez par exemple cliquer sur un champ de saisie de type email, le téléphone n'est pas bête, il va changer votre clavier et vous allez voir les touches telles que arrobas apparaître, les touches qui normalement n'étaient pas présentes. À notre formulaire, nous allons ajouter un autre champ de type texte pour demander le prénom de l'utilisateur. Donc ici, on aura plutôt prénom. On enregistre et hop, nous avons le nom, le prénom, l'adresse électronique. Avant que nous ne voyions les autres types de champs qui existent, nous allons mettre ici des marges parce que là, verticalement, c'est trop rapproché. Nous allons donc sélectionner ici. Vous voyez pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que la classe form group va nous permettre, pourquoi pas plus tard, d'éviter les problèmes de graphique. On va donc mettre ici une marge avec le margin. Verticalement, on aura un EM et horizontalement, bah, nous, on s'en fout. On actualise et c'est nettement mieux. Donc, je vais vous présenter les autres types de champs qui existent pour les formulaires. Bien sûr, ici, il nous suffit de changer la valeur de la propriété type de la balise input. Pour aller plus vite, je nous ai fait ça ici. Donc, pour chacune des valeurs, j'ai fait le champ correspondant. Ici, cette ligne-ci, ce sont les valeurs de la propriété type. Et à droite, c'est le résultat. Nous avons le type texte, les champs de type texte que vous connaissez déjà, les champs de type email que vous connaissez déjà. Nous avons ensuite ici le champ de type password. Imaginez que vous avez un formulaire de connexion sur votre site internet. Vous avez un champ, je ne sais pas moi, adresse email, téléphone, et puis un autre champ qui est password, donc mot de passe. Est-ce que vous allez laisser l'utilisateur écrire son mot de passe là dans un champ de type de saisie texte en clair? Prenons le risque que les personnes qui sont autour puissent voir son mot de passe. Non, vous allez mettre un champ de type password. Dans les champs de type password, vous allez le voir, l'ordinateur, il n'est pas bête. Il comprend que ce qui est attendu ici, c'est un mot de passe. Et pour des raisons de sécurité, par défaut, même si nous ne le lui demandons pas, il cache ce qui est saisi. C'est pour ça que vous voyez là, on n'a que des points. Donc, faites vraiment bon usage des types de champs, même si en réalité, vous pouvez tout saisir dans les champs de type texte. Utilisez les autres types de champs. De même, ici, on peut mettre, je ne sais pas moi, l'âge, genre 6 ans, 7, 8, 9 ans, mais on peut encore faire mieux et utiliser les champs de type number. Voici le résultat. Là, je peux écrire du texte, mais vous voyez que ça ne sert à rien. Parce que ben, l'ordinateur, il n'est pas bête. Il a compris que ce qu'on attend ici, ce sont des nombres. Et donc, il bloque automatiquement les autres caractères. Pourtant, vous voyez, j'appuie du texte, là, ça donne rien. Mais si j'appuie 4, regardez, ça marche parfaitement. De même, ici, j'ai les contrôles qui me permettent d'incrémenter ou alors de décrémenter. De même, sur les terminaux mobiles, votre clavier va se changer. Le téléphone étant intelligent, il va charger un clavier numérique. C'est d'ailleurs la même chose ici pour les champs de saisie de type tel. Ces champs de saisie permettent de recueillir les numéros de téléphone. Bien sûr, vous pouvez de même entrer ça dans un champ de saisie de type texte, mais c'est plus astucieux et surtout plus professionnel et surtout ça améliore l'expérience utilisateur que d'utiliser le champ de saisie de type tel qui est le champ approprié pour ce genre de données. De même, dans ce cas également,
votre téléphone mobile va changer votre clavier. Vous allez voir par exemple qu'il sera numérique. Et puis en plus, ici on avait les nombres, mais en plus le clavier aura le plus ou le dièse, je ne sais pas moi, le plus que vous pouvez utiliser pour saisir un téléphone au format international. Nous avons ensuite le champ de saisie de type date. Cela dispense en quelque sorte l'utilisateur de commencer à réfléchir. Bah, c'est vrai, ici on m'attend une date, mais comment je l'écris? Est-ce que j'écris jour, mois, année? Est-ce que j'écris en anglais mois, année, jour? Est-ce que on dispense l'utilisateur de tout ça et on utilise le champ de saisie de type date lorsqu'on attend une date? L'ordinateur intelligent va charger un widget de clavier et l'utilisateur pourra tout simplement cliquer sur le widget et sélectionner une date. C'est génial ça, n'est-ce pas? Nous avons ensuite le date time local ici que nous pouvons utiliser si nous attendons de l'utilisateur une date et une heure. Donc voilà. Et bien sûr, ici, ce champ n'ajoute pas les informations du fuseau horaire. Là, par exemple, je prends le 21 septembre à 1h, à 1h07. Utilisez ce champ à bon escient. Nous avons ensuite ici le champ de saisie de type file qui permet de soumettre un fichier. Est-ce que sur votre site internet, il y a des comptes utilisateurs? C'est une bonne chose. On peut aussi permettre à chaque utilisateur d'uploader une photo de profil et justement, pour lui permettre de sélectionner la photo, on va utiliser un champ de saisie de type file. Ce type de champ permet à l'utilisateur de sélectionner un fichier et de pouvoir le soumettre avec les autres données du formulaire. Nous avons ensuite les champs de saisie de type URL. Ces champs de saisie permettent de justement recueillir les URL auprès des utilisateurs. Le type de données attendu ici est une URL. Et donc, si vous écrivez n'importe quoi là, qui n'est pas une URL conforme, le formulaire ne sera pas soumis. Votre navigateur va vous dire, ici, il vous faut telle chose, ici, ce n'est pas une URL. Et donc, il ne va pas envoyer le formulaire. D'où, lorsque vous attendez une URL de l'utilisateur, utilisez bien le champ de saisie de type URL. Nous avons également le champ de saisie de type search, que voici. C'est le champ de recherche. Généralement, sur les sites internet, vous avez des barres de recherche qui vous permettent de trouver plus facilement le contenu qui vous intéresse avec certains mots. Eh bien, pour ces champs-là, HTML5 a mis à notre disposition les champs de saisie de type search. Vous voyez, ce n'est pas très différent de ce champ de saisie, mais certains navigateurs vont choisir d'ajouter ici une loupe pour marquer que c'est un champ de saisie de type search. D'autres navigateurs également, comme Chrome, regardez, vont ajouter une croix ici pour pouvoir vider le champ de recherche, ce qui n'est pas le cas avec les champs de saisie de type texte. Nous avons aussi les champs de saisie de type month et de type time. Month nous permet de sélectionner le mois de l'année. Donc regardez, juillet 2023, là j'ai décembre 2023. Cela dispense également l'utilisateur de réfléchir à comment est-ce qu'il va écrire le mois. Est-ce qu'il met en 3 caractères? Est-ce qu'il va mettre en anglais? On lui dispense de toute cette charge de travail et on lui met un champ de saisie de type month. Aussi, on a un champ de saisie de type time ici. Si c'est d'une heure qu'on a besoin, ici le format est sur 24 heures. On peut permettre à l'utilisateur de sélectionner une heure en lui dispensant de devoir faire du travail manuel. Enfin, pour les champs de saisie que je vous présente, nous avons le week qui permet de sélectionner la semaine de l'année. Ici, par exemple, on peut avoir la 35e semaine de l'année 2023. Voilà des types de champs que vous pouvez utiliser en HTML5 pour concevoir le corps de vos formulaires. N'oubliez pas, ici, ce sont les valeurs de la propriété type de la balise input. Et là, c'est le résultat. Il ne s'agit pas ici de tous les types de champs de saisie qui existent. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus évolués et qui sont avancés. Justement, nous en parlerons dans les cours avancés de programmation web. Sinon, avec ça, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour créer vos formulaires. Utilisons quelques-uns de ces champs
pour continuer d'enrichir notre formulaire. Donc là, nous allons demander à notre utilisateur, en plus de son adresse email, son téléphone. Un souci là. Ouais, un souci en effet. Donc là, on aura téléphone, pourquoi pas. Et dans ce cas, bien sûr, vous avez deviné, on va utiliser un champ de saisie de type téléphone. Là, je rentre, j'actualise et c'est super. Ici, nous avons les champs de saisie de type monoligne. Mais ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'un champ de saisie de type multiligne. Parce que nous allons demander à l'utilisateur en commentaire un texte un peu plus long. Comment on fait si on a besoin d'un texte un peu plus long? En HTML, on a un élément qui permet de créer une zone de saisie multiligne. Il ne s'agit plus ici de input type text, mais plutôt d'une balise HTML à part pour les formulaires, la balise text area que voici. Et comme vous pouvez le voir, il y a deux autres propriétés qui sont propres à cette balise-ci, les propriétés calls et rows. Ces propriétés nous permettent de définir les dimensions de notre zone de saisie. Calls va correspondre au nombre de colonnes et donc au nombre de caractères sur l'horizontale et rows au nombre de lignes. On actualise là et vous voyez, nous avons notre zone de saisie. D'ailleurs, pour ces valeurs, nous allons mettre 40 ici, donc 40 caractères sur l'horizontale. C'est parfait. Il nous reste à étiqueter ce champ et pour cela, nous allons utiliser le placeholder et nous allons lui dire votre commentaire ici. On enregistre et hop. Et là, nous avons notre champ de saisie multiligne. Quand nous avons fini de construire notre formulaire, comment est-ce que nous faisons pour soumettre le formulaire? Généralement, sur nos smartphones, sur nos téléphones, nos ordinateurs, on a un bouton envoyer. Et c'est exactement ce que nous allons faire ici. Nous allons créer un bouton qui permet d'envoyer notre formulaire, qui permet de soumettre notre formulaire. En HTML, rien de plus simple. Une fois de plus, nous allons utiliser ici la balise input. Mais cette fois-ci, on n'aura plus un type texte, mais un type submit. Un type, hein? Autant pour moi. Quel sera le texte du bouton? Le texte que nous allons mettre à la propriété value. Pourquoi pas demander un devis? On enregistre là. Voilà. On actualise et nous avons notre bouton ici. Son texte est un peu trop petit. On va aller en CSS, là on va lui ajouter de la taille, hein, tant pour moi. Donc là on va mettre input aussi, pourquoi pas. Et puis les buttons. On rentre là. On actualise. Et c'est nettement mieux. Donc lorsque je clique ici sur demander un devis, ça soumet notre formulaire. C'est la première façon de créer un bouton pour envoyer notre formulaire. Nous pouvons aussi tout simplement utiliser la balise button comme ceci. Cette balise permet de même de créer un bouton et le texte qui est ici entre les deux balises, c'est celui qui sera le texte du bouton. Ici, nous allons mettre soumettre le formulaire. J'enregistre et hop, j'actualise. Notez qu'ici, si on utilise button sans un type quelconque, le bouton va servir aussi au bouton d'envoi. Mais pour ne pas chercher les problèmes, nous allons quand même préciser le type submit ici. Bien sûr, ça ne va rien changer, ça va créer un bouton pour soumettre notre formulaire. Pour ce qui est de cette balise-ci, nous pouvons aussi utiliser la valeur button tout simplement pour l'attribut type. Cela permet de créer un bouton ordinaire et donc ce dernier ne permettra pas de envoyer notre formulaire. Je clique là et vous voyez, il ne soumet plus le formulaire. Donc c'est un bouton normal. On peut gérer ces actions en JavaScript. Nous allons apprendre JavaScript, ne vous inquiétez pas.
On va revenir donc ici avec le input type submit. Submit n'est pas la seule valeur que nous pouvons utiliser pour manipuler l'ensemble des champs de notre formulaire comme les soumettre. Nous pouvons aussi créer un bouton pour réinitialiser notre formulaire en utilisant le input type reset. Donc là, on va mettre comme texte du bouton, ça va être réinitialiser. On enregistre. Concrètement, ce bouton va remettre notre formulaire à l'état 0. On va actualiser là, vous voyez comment ça fonctionne. Je vais écrire du texte là, et là, et là, et là, et là aussi. Et lorsque je réinitialise, regardez, les champs se vident. Notre formulaire revient à l'état 0. On peut aussi utiliser, au lieu de input type reset, button avec type reset de même, comme on a utilisé button avec le type submit. C'est tout pour l'envoi de formulaire. L'avant-dernière chose que nous allons apprendre, c'est regrouper les champs de notre formulaire. Ici, par exemple, nom, prénom, email et téléphone, ce sont les informations de l'utilisateur. Nous pouvons décider de regrouper ces champs-là. En HTML, on utilise une balise de formulaire qui est field set. Cette balise a une sous-balise qui vient directement après elle, legend, qui permet de donner le label du bloc en question, du groupe de champs en question. Dans notre cas, ça va être vos informations, tout simplement. Ensuite, après avoir étiqueté le champ, nous allons pouvoir créer ce groupe de champs en question. On va revenir là, on actualise et regardez, l'ordinateur n'est pas bête, il a compris que c'était un groupe de champs et il a décidé de les encadrer pour rendre le regroupement visible pour l'utilisateur. Bien sûr, voici legend, l'étiquette de notre groupe. Nous allons également ici, pour notre dernier élément, nous allons créer un autre groupe de formulaires. On va regrouper les champs. Et ici, nous allons mettre comme légende, ça va être information sur le service. Bah là, moi, j'ai mis information. Donc, information sur le service. Ici, nous aurons bien sûr notre texte area. Mais en plus, on va ajouter un autre champ ici qui sera le service en question. Ce sera un champ de saisie de type texte. On enregistre, on actualise et c'est super. Eh bien, nos fields sont trop rapprochés. On va gérer ça en CSS vite fait. Donc, pour nos fields 7, on va mettre une margin bottom. Margin bottom de, c'est pas moi, un EM. Voilà. C'est nettement mieux. Notre formulaire, il est là. Il semble OK, mais je vous assure, il n'est pas fonctionnel du tout. Si nous remplissons les données là et que nous soumettons le formulaire, eh bien, le script qui est censé traiter le formulaire ne va rien recevoir comme données. Pourquoi? Eh bien, parce que nous n'avons pas identifié les champs de notre formulaire. Il s'agit d'identifier les champs de données eux-mêmes. On fait ça comment? On utilise la propriété HTML name sur ces champs. La propriété name, c'est un peu comme un récipient, un conteneur, un emballage qui permettra au script qui va traiter notre formulaire de pouvoir accéder au contenu des champs. Chaque champ de notre formulaire aura donc un name différent. Voyez un peu la propriété name, comme l'emballage, les cartons de pizza. Lorsque vous voyez les cartons de pizza, bah vous savez que ce sont les pizzas qui sont à l'intérieur, de par la forme du carton. C'est la même chose ici. La valeur de l'attribut name permettra au script qui va traiter le formulaire de savoir la donnée qu'il obtiendra lorsqu'il explorera le contenu de ce name.
Ici donc, pour notre nom, nous allons dire tout simplement que c'est name. Pour notre prénom, on va avoir l'attribut name avec la valeur, on va mettre surname, hein. On va mettre surname juste comme ça. Pour l'attribut email, nous on va l'identifier. On va mettre tout simplement email ici de même. Pour le téléphone, nous on va l'identifier tel tout simplement. Pour le service, name, on va mettre ça service aussi. Et pour le texte area, nous avons bien le name, mais nous n'allons rien mettre du tout. Donc je sauvegarde, on va actualiser. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi au début, je vous ai dit de patienter. Et vous allez comprendre comment la propriété method fonctionne avec la valeur get. Donc, regardez ici, nous allons soumettre notre formulaire, demander un devis. Là, regardez en haut, il y a désormais name, surname, email, tel et service. Donc, on revient dans le code. Nous avons bien des names qui valent name, surname, email, tel, service. Ici, il n'y a pas de comment, il n'y a pas de name pour le champ commentaire. Et justement, regardez ici, voici notre URL. Et vous vous souvenez, je vous ai dit, lorsque nous utilisons la valeur get, le navigateur va ajouter les données du formulaire à l'URL qui est dans Asian. Il va faire une requête vers cette URL-là. Dans notre cas, nous n'avons pas mis d'URL dans Asian. Et je vous ai également dit que dans ce cas-là, notre propre page sera considérée comme la page de destination. Pour l'instant, voici le lien de notre page. Donc là, voici l'URL de notre page. Lorsqu'on entre là, voici notre page. Et regardez, lorsque je soumets le formulaire, voilà, on a la même page. Mais en plus, vous voyez ici, il y a les conteneurs que nous avons utilisés pour identifier les données de notre formulaire. Nous avons bien notre name ici, qui vaut rien du tout, et notre surname, et notre email, et notre tel, et notre service. Nous allons maintenant ici identifier également le commentaire. On va l'identifier par common, tout simplement. J'enregistre, là j'actualise. Je vais soumettre le formulaire et comme vous allez le voir, common s'est ajouté. Comme pour dire que il y a un nouveau champ de données qui sera soumis avec le formulaire common. Vous voyez bien qu'ici les valeurs sont vides. On a bien après l'URL. Vous voyez, il y a le point d'interrogation, c'est la fin de l'URL. Avant l'interrogation, c'est la fin de l'URL. Et avant d'ajouter les données du formulaire, le navigateur ajoute le point d'interrogation justement pour séparer les données de l'URL même. Ici donc, on va remplir les données. On va mettre on met un truc à la con, Jean, Paul, email, on met cet email-ci, téléphone, on met ça, service, on met dev web, commentaire, on met rien du tout, et je soumets, et hop, voilà, regardez l'URL désormais, dans name, donc, ce champ-ci, name, qui est le nom, j'ai bien name égale Jean. J'ai bien surname égale Paul. Et surname, c'était quel? Surname ici, c'était le prénom. Donc, ce que j'ai mis dans le prénom, et justement, j'ai mis Paul. Dans email, nous avons notre will, arrobase, etc. Dans tel, nous avons ici le téléphone que j'ai mis là. Donc là, tel, ce tel-ci, ce tel-ci. Dans service, regardez, service ici, il y a dev web. Dev web. Et justement là, nous avions dev web. Et dans common, il n'y a rien du tout. Ici maintenant, je vais mettre quelque chose dans le commentaire. Je vais mettre ceci est mon commentaire. J'envoie et regardez, tous les autres champs sont vides. Et pourtant, le commentaire, lui, ne l'est pas. Et common égale ceci est mon commentaire. Donc ça, c'est la donnée qui sera envoyée. C'est juste pour vous montrer que désormais,
notre formulaire fonctionne parfaitement. D'ailleurs, si je mets une adresse invalide ici et que j'essaie d'envoyer, regardez, l'ordinateur me dit veuillez inclure arrobas dans l'adresse email. Il manque un symbole, etc. Vous comprenez? Il est intelligent. Il a compris qu'ici c'est un type email. Et lorsqu'on met une adresse invalide, le formulaire ne part pas du tout. Là, je crois que nous avons fait le tour sur les compétences de base que nous avions prévu acquérir aujourd'hui. N'hésitez pas à nous rejoindre et activer les notifications pour ne pas rater nos 2 prochains cours sur les formulaires et nos autres cours sur la programmation web. Dans les 2 prochains cours, nous allons apprendre les éléments d'option et dans le cours d'après, nous allons apprendre les attributs de contrôle des champs de notre formulaire. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me remercier en laissant un like ou un commentaire positif. Je vous invite à pratiquer encore et encore, à essayer les champs que nous avons vus ici pour gagner en expérience. C'est aussi bien pour la rétention et pour voir comment vous pourrez les utiliser sur vos sites internet. Prenez bien soin de vous et nous nous retrouverons très bientôt pour continuer de travailler sur les formulaires en HTML5.